plus de 70% des exécutives n'étaient pas foutus de t'expliquer ce que faisait l'intelligence artificielle, comment ça fonctionnait. Alors il y a le buzzword, il faut en faire parce que nos concurrents en font. Donc tu regardes, il n'y a pas une boîte de SaaS dans le monde aujourd'hui qui soit pas née dans l'intelligence artificielle. On met tous la casquette intelligence artificielle. Dans la réalité, non, je pense que les exécutifs n'en savent pas grand-chose et qu'on supprime des postes parce que les autres suppriment des postes. Donc s'ils savent le faire, on devrait savoir le faire. On pourrait faire des économies aussi pour rester concurrentiel. Bonjour à tous et bienvenue dans AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Je m'appelle Julien Redelsperger et nous allons découvrir comment l'IA est en train de changer le monde. Et pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné par Julien Rio, VP Marketing et aussi conférencier, écrivain et intervenant en école de management. Aujourd'hui, nous allons parler du futur des professionnels du marketing à l'ère de l'intelligence artificielle. Un épisode qui concerne à la fois les futurs diplômés, mais aussi et surtout les professionnels expérimentés du marketing, car l'IA est en train de rebattre les cartes du jeu dans ce secteur qui est touché de plein fouet par la vague de l'intelligence artificielle générative. Bonjour Julien, merci de participer à cet épisode d'AI Experience. Comment vas-tu? Bonjour Julien, écoute, je vais très bien. Merci beaucoup de ton invitation. Super content d'être là aujourd'hui. Eh ben, écoute, avec grand plaisir, parce que vu ton expérience à la fois en France et à l'international dans différents métiers du marketing, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis. Ça fait plus de 15 ans que tu bosses dans le marketing et ma première question pour toi est simple. Si tu compares un marketeur en gros de 2010 à un marketeur de 2025, c'est quoi la plus grande différence dans leur quotidien et qu'est-ce que ça a changé? Tout, franchement, je pense qu'il y a plus grand-chose, en commun, si ce n'est, la racine de ce que c'est que le marketing. 2010, moi je me souviens, je bossais en 2010, on commençait à discuter du fait que c'est quand même vachement important d'avoir un site web. On commençait à se dire que: «Ouh, les réseaux sociaux, il y a un truc qui se met en place là, je me demande s'il y aurait pas une carte à jouer pour le marketing». On n'avait pas encore, des pages Facebook, des groupes LinkedIn, il y avait pas TikTok, il y avait pas Instagram, donc c'était un autre monde, 2010. Il y a 3 choses qui ont véritablement changé. Le marketing tech stack, au début de ma carrière, j'avais peut-être 3 outils. Maintenant, j'en ai 250 des outils. Donc les outils à connaître, à utiliser, à maîtriser, à comprendre, la tech stack, c'est un changement majeur. La diversité des rôles, il n'y avait pas autant de rôles au marketing il y a 15 ans. C'était beaucoup plus simple à naviguer et c'est directement lié à la tech stack. En fait, on crée des rôles après des rôles après des rôles parce qu'il y a des nouvelles technologies et qu'il faut créer des spécialistes de ces nouvelles technologies. Le fait que depuis les années 2010 justement, on commence à traquer, Google Analytics qui est apparu, qui fait que tu peux traquer tout ça, donc il faut créer des rôles, donc on est plus dans la data et puis tu as l'intelligence artificielle, puis tu as les réseaux sociaux qui ont créé les community managers. Donc voilà, les rôles sont beaucoup plus foisonnants aujourd'hui qu'il y a 15 ans et puis il y a le côté analytics. Si tu as regardé la série, Mad Men, on parlait pas d'analytics, il y a 40 ans. C'était pas ça le but de l'objectif du marketing. C'était, de faire du bruit, de se faire connaître et puis c'était un petit peu au doigt levé. Aujourd'hui, tout doit être mesuré, et souvent à l'extrême et on perd souvent le sens de la mesure parce que tout est analytique. Donc tu as les outils, tu as les rôles et puis tu as l'analytique, c'est déjà pas mal dans un changement d'environnement en à peine 15 ans. Est-ce que ça veut dire que c'est plus compliqué aujourd'hui de bosser dans le marketing? C'est plus technique peut-être que ça pouvait l'être avant? Ah, c'est carrément plus technique, ouais. Je pense que, il y a encore de nombreuses années, si tu demandais à quelqu'un dans la rue, «C'est quoi un rôle de marketing?» on te décrivait presque un designer, c'est-à-dire c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un dans la pub. Le marketing, c'est la pub. Aujourd'hui, le marketing, c'est pas la pub. La pub, c'est, 10 de ce que tu fais au marketing. C'est, comprendre, c'est analyser, c'est créer des messages, c'est puis tu as l'aspect pub, mais c'est plus que ça. Donc il y a énormément de oui, c'est beaucoup plus technique, beaucoup plus Est-ce technique. qu'on n'en fait pas trop des fois? Tu parlais des reportings, des metrics, des KPI et cetera. C'est un peu le cliché du marketeur qui passe, 3 heures ou plus par jour à faire des PowerPoint, pour, faire remonter des datas, à son manager ou à son boss. Et finalement, il fait plus du reporting que de l'exécution, que de la création de projets, que, du business development? C'est ça, c'est exactement ça. Le En fait, en tant qu'espèce humaine, on sait rien faire, dans des bonnes mesures. On a besoin d'aller dans l'extrême. On a créé le tracking, on s'est dit: «Maintenant qu'on peut traquer, on va tout traquer jusqu'à» et en fait, le marketeur d'aujourd'hui, il est plus expert en tableau Excel, Mmh. qu'en relation client et pourtant le marketing, c'est quoi si c'est pas, de la compréhension du besoin client?
Donc le tracking, c'est fantastique. Ça te permet une meilleure attribution, une meilleure compréhension, mais quand c'est poussé à l'extrême, ça devient un vice et c'est presque contre-productif et en fait, tout le travail d'un bon CMO, d'un bon marketeur, c'est de trouver le juste milieu. Je peux pas y aller sans tracking, pas en 2025, ça a pas de sens, mais passer mes journées, comme tu le disais, à faire du reporting, du tracking, bah, tu fais plus rien d'autre Ouais, c'est et clair. finalement, c'est peut-être pas un gain de temps. Alors justement, c'est peut-être un sujet sur lequel l'intelligence artificielle peut venir aider les professionnels du marketing. On en reparlera un peu plus tard, mais plus globalement, l'IA, c'est un peu un tsunami, un tremblement de terre dans le monde du marketing. J'ai un peu l'impression, pour travailler depuis 20 ans dans le monde du marketing, que, on est en première ligne face à l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de voler nos jobs? Alors, c'est une évolution. Je pense pas qu'on est en train de se faire voler nos jobs par l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que c'est une intelligence artificielle. Elle est pas ou peu créative aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Moi personnellement, pour l'utiliser au quotidien, je trouve même que ça empire. Je trouve qu'il y a eu énormément d'améliorations ces derniers mois, mais qu'avec cette amélioration, il y a eu un retour en arrière assez terrible. Et j'ai assez peur. Moi, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir. Il y a pas de question là-dessus, mais aujourd'hui, Mmh. telle que je la vois et l'évolution qu'on est en train de voir, je suis assez inquiet pour les prochains mois et les prochaines années. Hem, Parce qu'il y a un espèce de concept d'autophagie dans l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que qu'elle se nourrit de contenu. Alors quand on l'a lancé, les premiers ChatGPT il y a 3 ans, qu'elle a bouffé tout ce qu'il y avait à manger sur, Wikipédia et sur Reddit, bah, super, il y avait une belle base de données, elle a mangé toutes les encyclopédies, possibles et imaginables et il y avait un départ assez prometteur. Puis aujourd'hui, elle mange quoi? C'est quoi la plupart des contenus qui sortent? C'est des contenus générés par l'intelligence artificielle. Donc l'autophagie, c'est, l'intelligence artificielle qui mange des contenus d'intelligence artificielle. Je sais pas si tu as vu ce film absolument terrible de 2008-2009 qui s'appelle, Human Centipede? Mais pour moi, c'est ça. On a créé quelque chose qui digère, qui digère, qui digère, qui digère et plus tu avances dans le cycle, plus la qualité de ce que tu es en train de digérer est catastrophique. Hem Et je trouve que ça fait assez peur parce qu'en plus, comme maintenant, tu as des intelligences artificielles telles que Grok qui essaient de t'expliquer qu'on va remplacer Wikipédia avec la vérité absolue. Je trouve que c'est assez dangereux. Donc pour revenir à ta question, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de voler le job des marketeurs? Je pense que les marketeurs ont une vraie carte de différenciation à jouer et que cette différenciation, elle se passe dans leur pensée critique et dans leur cerveau. Parce que tôt ou tard, tout le monde saura utiliser l'intelligence artificielle. C'est celui qui saura en plus se servir de son cerveau qui saura se différencier. Est-ce que ce message-là est clair, de la part des directions des ressources humaines, de la part des dirigeants, de la part du niveau exécutif? Parce que eux ne maîtrisent pas forcément le quotidien des marketeurs, ils savent pas exactement ce que font les professionnels du marketing, mais ils se disent: «Il y a l'IA, je vais couper, je sais pas 20 des postes», par exemple. Alors non et c'est terrible. J'ai plus le chiffre en tête, j'aurais dû le préparer avant qu'on discute. Il y a un rapport de Forrester qui est sorti l'année dernière. Forrester qui est un cabinet Grand cabinet d'analystes, de recherche, qui ouais. fait beaucoup de recherches et beaucoup de papiers et ils ont sorti un papier l'année dernière, mais qui pouvait te donner une crise cardiaque, qui montrait que plus de 70, j'ai plus le chiffre exact en tête, plus de 70 des exécutives étaient pas foutus de t'expliquer ce que faisait l'intelligence artificielle, comment ça fonctionnait. Alors il y a le buzzword, il faut en faire parce que nos concurrents en font. Donc tu regardes, il y a pas une boîte de SaaS dans le monde aujourd'hui qui soit pas née dans l'intelligence artificielle. On met tous la casquette intelligence artificielle. Dans la réalité, non, je pense que les exécutifs n'en savent pas grand-chose et qu'on supprime des postes parce que les autres suppriment des postes. Donc s'ils savent le faire, on devrait savoir le faire, on pourrait faire des économies aussi pour rester concurrentiel. J'ai vu passer il y a quelques jours, je ne sais pas si tu connais la boîte, une boîte qui s'appelle Dialpad. C'est une belle boîte américaine qui est dans tout ce qui est, télécommunications et centre de contact. Et leur, cofondateur et CTO qui s'appelle Brian Peterson, a sorti un truc que j'ai adoré parce que tout le monde parle la langue de bois et pour une fois, il y en a un qui parle autre chose et qui expliquait que les entreprises vous mentent. Quand on vous dit: «On supprime 14 000 postes», que ce soit les Google, les Amazon, les Facebook, on supprime 14 000, 15 000, 30 000 postes cette année parce que l'intelligence artificielle va remplacer, le mec t'explique: «Non, on supprime des postes parce que on veut économiser de l'argent et puis c'est pas grave, on redispatchera sur les autres. L'intelligence artificielle va nous aider, mais on n'est clairement pas aujourd'hui en 2025 à un point où l'intelligence artificielle va remplacer 15 000 personnes. On vous le dit parce que c'est beau, parce qu'on fait de l'intelligence artificielle. La réalité, c'est qu'on a besoin de couper un peu les budgets pour satisfaire les actionnaires et puis se donner une image de boîte tech. Qu'est-ce que l'IA peut faire bien
et ne fait pas bien dans le monde du marketing? Je pense, assez spontanément à la création de contenu, la rédaction, la traduction. Quand on parle de design, c'est déjà un peu plus compliqué. Quand on parle de tracking, data analytics, c'est encore plus compliqué. Selon toi, qu'est-ce qu'elle fait bien et qu'est-ce qu'elle ne fait pas bien? Alors, tu disais la traduction, je dirais pas qu'elle est bien, je dirais qu'elle est pas mal. Pourquoi? Parce que c'est incroyablement rapide, parce que ça comprend le langage un peu, je trouve pas le mot en français, mais le slang, Mmh. qui a une compréhension assez fine. Mais je trouve que trop souvent, pour moi qui l'utilise pas mal pour faire, de la trad, anglais vers le français, il y a souvent une traduction littérale qui prend pas en compte le contexte. Donc tu as des choses en français, tu les dirais différemment et si tu le files à un traducteur, il aura cette finesse. Si tu le files à DeepL ou Google Translate, il aura pas la finesse et il comprendra pas le slang forcément. Mais si tu le files à l'intelligence artificielle, c'est entre les 2. Il a un certain niveau de finesse, mais il va pas être aussi bon qu'un traducteur. Hem, pour te fournir des idées, pour t'aider dans une analyse, c'est pas mal du tout. Mais c'est du recyclage encore une fois, donc il faut pas s'attendre à l'idée du siècle. Ce sera comment ça fonctionne l'intelligence artificielle, ça regarde des centaines de milliers d'éléments dans une base de données et ça va regarder la réponse qui a le plus la meilleure probabilité de répondre à ta question. Donc finalement, c'est un truc qui a déjà été fait avant, donc ce sera jamais incroyablement créatif, mais c'est bien comme assistant, comme mur pour refaire un ping-pong. Hem, c'est bien quand il s'agit de faire un truc que tu sais pas faire. «Donne-moi 3 lignes de code, aide-moi à comprendre cette formule Excel, donne-moi des informations». Mais ça demande, quelle que soit la tâche, pour moi, là où c'est difficile l'intelligence artificielle, c'est que ça demande un contrôle constant. Tu ne peux pas lui faire confiance et je trouve que c'est ça qui est très difficile aujourd'hui, c'est que, tu peux pas lui faire confiance, donc tu passes finalement beaucoup de temps à tout revérifier par Le toi-même. le sujet que tu soulèves, c'est celui des hallucinations finalement, qui sont en fait les fausses informations, les fausses données, les faux paradigmes qui sont énoncés avec un ton très convaincant par l'intelligence artificielle, et effectivement, il faut repasser derrière systématiquement. C'est ton message en fait, c'est qu'on peut pas tout déléguer à l'IA, même les choses qu'elle sait faire. Pour moi, c'est, il y a 2 choses dans ce que tu dis. Il y a, 1, oui, c'est un stagiaire. Un stagiaire fraîchement sorti de l'école qui connaît tout sur Wikipédia et qui peut te sortir la moindre information quand tu lui demandes, mais c'est un stagiaire qui a pas forcément d'expérience terrain, qui sait pas de quoi il parle Mmh. et qui veut faire ses preuves. Donc il va te sortir n'importe quelle connerie pour apparaître, intelligent. C'est ce type de stagiaire, ton intelligence artificielle. Si c'était un vrai stagiaire, tu lui ferais pas confiance, tu repasserais derrière. Et là, malheureusement, on se dit: «Ouais, c'est de la tech, donc ça on peut lui faire confiance». C'est pas le cas. La deuxième chose, au-delà du fait que tu peux pas lui faire confiance, c'est qu'il faut pas débrancher ton cerveau en te disant, «J'ai plus de valeur ajoutée, je suis juste là pour créer des prompts». C'est pas vrai. C'est ta créativité humaine qui a une véritable différenciation. Non seulement tu peux pas lui faire confiance, mais tu peux pas tout lui filer parce qu'à un moment bah, tu me disais: «Est-ce que ça va remplacer les jobs du marketing?» Les gens qui font ça, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils vont être remplacés assez rapidement pour le coup. Il y a un mot qu'on aime bien, quand on parle d'IA, ou d'automatisation, c'est le côté augmenté. On parle de vendeur augmenté ou de marketeur augmenté ou d'une IA copilote. Tu penses quoi? J'aime bien l'idée parce que je pense que c'est vraiment ça la bonne approche. Si tu penses que l'IA va remplacer tes équipes, à mon avis, tu te plantes. Tu peux le faire, hein. Il y a une entreprise en 2023, il me semble, 2024, qui s'appelle Klarna, qui a fait une belle annonce, «Je remplace tout mon staff, par l'intelligence artificielle». Et puis, bah, 2 ans après, ils font l'annonce inverse: Les gars, on recrute, hein, parce qu'on a fait une connerie». Donc, après c'est comme toujours avec les pionniers, hein, il y en a un qui doit faire les erreurs pour que les autres en apprennent. Donc, je pense que ceux qui se disent: «Ça va remplacer les équipes» se plantent. Ceux qui se disent: «C'est un copilote», j'aime pas le terme, hein, parce que ça appartient à Microsoft maintenant, mais, ceux qui se disent: «C'est un copilote qui va m'assister au quotidien», ils ont raison. C'est ça. Ça va t'aider à être plus efficace, plus rapide, plus productif, à scaler, à industrialiser, très bien. Ça va pas penser à ta place. C'est toi, c'est le copilote qui est à côté de toi pour t'assister, c'est pas lui qui va piloter l'avion. Quand tu lui files des commandes de l'avion, tu es prêt à un crash assez rapide. Est-ce que la question du sens, elle est importante aujourd'hui dans les métiers du marketing? On voit souvent, enfin, notamment en France, peut-être aussi un peu ailleurs, mais de ce que je vois, je suis peut-être un peu biaisé parce que je suis au Canada, mais il y a toujours cette notion de recherche de sens ou de perte de valeur. Il faut avoir un travail effectivement dans lequel on se retrouve, on s'épanouit, on s'amuse, et on a l'impression que l'IA peut parfois prendre un peu ce côté, recherche de sens, bonheur au travail, qualité de vie au travail, et cetera. Heu, je sais pas si tu ressens ça toi un peu, les ch est-ce que tu ressens un peu ces choses-là? Alors pour bosser avec
avec des jeunes et des moins jeunes dans mes équipes, je et puis pour avoir cette expérience moi-même, je vois qu'il y a une évolution du rôle du marketing, des besoins des gens, vers aller vers plus de sens. Je vois pas trop en quoi l'intelligence artificielle a un rôle à jouer là-dedans. Pour moi, la façon dont je vois ça, c'est une évolution naturelle. D'accord? Si tu te confies trop, si tu utilises trop l'intelligence artificielle dans le sens où tu remplaces l'intelligence artificielle en débranchant ton cerveau, tu vas avoir une perte de sens évidente et tu vas avoir une perte de différenciation. Si on en revient au copilote, hein, si tu utilises l'intelligence artificielle comme copilote, tu vas pouvoir booster tes propres capacités et créer du sens pour tes clients, créer du sens pour ton rôle, ça marche dans tous les sens, hein, ton rôle devient plus intéressant également. Hem C'est toujours la question de la qualité contre la quantité. En fait, l'intelligence artificielle, c'est fait pour scaler, d'accord? C'est pas fait pour créer des contenus super quali, je trouve. C'est fait pour créer des contenus super rapides. Je sais pas à quelle date on a créé quand on a construit Notre-Dame de Paris, ça a pris 200 ans à la créer et c'est un truc magnifique qui existe encore aujourd'hui. Même quand il brûle, on arrive à le remettre à jour à peu près correctement en relativement peu de temps. Dans les années 70, on crée des barres de HLM en 2 ans. L'industrialisation fait qu'on va beaucoup, beaucoup plus vite. Mais l'industrialisation, c'est du gain de productivité, c'est pas forcément du gain de qualité. L'IA, c'est pareil. J'ai des gens dans mon réseau qui créent des contenus fabuleux. Alors ça leur prend peut-être une semaine pour me créer un bel article, mais c'est un article quali. Avec l'IA, j'en crée 200 dans la journée. Mais je suis pas persuadé que la qualité soit là. Donc le sens, il est là où tu veux le mettre en fonction de comment tu utilises les outils. Au final, les outils, ils restent des outils, ça dépend comment tu les utilises. Tu soulèves un point intéressant qui est le point de la création de contenu. On sait que dans les années 2010, l'inbound marketing est venu démocratiser la création de contenu. Il fallait créer du contenu, il fallait des blogs, et cetera. Aujourd'hui, comme tu le dis, avec l'IA, on peut créer, 20, 30, 40, 50 articles par jour. C'est quoi le futur du marketing de contenu aujourd'hui? Est-ce qu'il faut continuer à en créer? Est-ce que c'est encore utile? Et surtout, qui lit ces contenus? Alors quand tu crées alors réponse rapide, oui. Moi, je suis persuadé qu'il faut en créer. Hem, mais par contre, maintenant, tu t'adresses à 2 audiences. Avant, tu crées du contenu peut-être à 3 audiences. Avant, tu crées du contenu normalement pour t'adresser à ton audience, ton client, ton buyer persona. Et puis tu crées du contenu pour le SEO. C'était plus pour le référencement Google. Aujourd'hui, quand tu crées, 50 articles par jour, clairement, c'est pas ton client que tu vises parce que ton client, il va pas lire 50 articles par jour. Il en lira peut-être même pas un par jour. Et probablement pas un par semaine. Donc, réalistiquement, ça se dit peut-être pas ça, tu fais pas ça pour ton client. Tu fais ça parce que tu te dis peut-être que l'IA, parce que tout le monde parle du géo, mais au final, on est encore au balbutiement de l'intelligence artificielle. Je suis pas persuadé qu'il y ait vraiment un expert qui s'y connaisse là-dedans. Juste pour préciser, pardon Julien, le GEO, donc c'est le Generative Engine Optimization, donc c'est le référencement pour les, ChatGPT, Gemini, Grok et C'est cetera. le SEO de l'intelligence artificielle. Hem, donc voilà, tu vas peut-être créer du contenu, encore un peu pour Google, pour le SEO. Tu vas créer du contenu pour les intelligences artificielles. Tout ça, c'est très bien, mais au final, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que tu as comme contenu pour ton client? Et ton contenu pour ton client, pour moi, il faut continuer à en créer, mais c'est pas de la masse, c'est de la qualité. Donc je te donne un exemple très concret. Si tu demandes à ton intelligence artificielle, tous les matins, «Propose-moi 15 sujets d'articles, en rapport avec, mon marché, mon produit, mon je sais pas quoi», il va te proposer 15 sujets. Développe chacun de ces sujets, écris l'article, voici le format, voici, les liens, voici peu importe, il va te le faire. Mais si tu lui demandes: «Rentre dans le détail, donne-moi un truc unique que personne n'a jamais dit avant et qui va intéresser mon audience», il saura pas te le faire parce qu'encore une fois, c'est du recyclage, l'intelligence artificielle. Par contre, ton content manager qui va faire une petite étude, qui va lancer un sondage, qui va faire une recherche, qui va avoir des chiffres, qui va avoir des témoignages, lui, il va t'écrire un truc unique qui pourra intéresser les gens parce qu'ils l'ont lu nulle part ailleurs. C'est toujours la question, qualité versus quantité. Quelle est ton audience, à qui tu t'adresses? Les responsables marketing ou les directeurs marketing qui sont en poste aujourd'hui, n'ont pas été formés à l'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'aujourd'hui on peut être un bon CMO sans maîtriser l'IA? Et qu'est-ce que ça veut dire maîtriser l'IA? Jusqu'à quel niveau de détail ou de profondeur il faut aller à ton avis? Je pense qu'aujourd'hui, déjà, il y a personne, quel que soit le titre pompeux qu'on puisse se donner, personne n'est un expert en IA. On teste.
d'accord? Moi, je teste énormément de choses, j'adore ça, je trouve ça intéressant. Je suis pas un expert en IA, je suis un bidouilleur, professionnel qui adore ce qu'il fait au quotidien, mais je suis pas un expert en IA, j'ai voilà et je pense pas qu'il y en ait beaucoup des experts en IA. Par contre, c'est une technologie comme une autre. Donc, il y a 15 ans, on sortait, les CRM, Salesforce changeait la donne, HubSpot est arrivé. Tout CMO qui connaît pas le CRM est has-been. Il va perdre son job et puis ensuite tu as l'intelligence artificielle, puis tu as les chatbots et puis c'est juste une autre technologie. Alors celle-ci, elle a la spécificité d'être partout, tout le temps et d'être incroyablement rapide dans son développement, donc elle fait peut-être plus peur que les autres, mais finalement c'est une technologie. Un vrai directeur marketing, un CMO qui veut rester à la page, la seule skill dont il ait vraiment besoin, c'est d'être curieux, d'avoir envie de tester des trucs. T'as pas besoin d'être expert en tout, mais tu as besoin de tester, tu as besoin d'être curieux, de toucher la machine et de comprendre comment ça marche. Si vraiment ça devient un vrai sujet pour ton entreprise, bah, tu te formeras et puis tu auras des équipes qui seront formées, puis tu recruteras des gens qui seront formés, mais tu as besoin d'être curieux. C'est ça la seule skill qui, à mon sens, est absolument essentielle pour un CMO en 2026. Donc, faut continuer à se former, il faut lire, il faut apprendre, il faut parfois apprendre à désapprendre, c'est-à-dire, se remettre en question, avoir, un esprit critique plus affûté peut-être? Complètement. Et pas que apprendre. J'aime bien ce que tu dis, il faut lire, faut se renseigner, faut s'éduquer, mais il faut tester surtout. Mmh. HubSpot, quand ils ont lancé leur CRM, ils ont démocratisé le truc parce que Salesforce, c'était relativement cher et complexe. Tout le monde ne pouvait pas se permettre de prendre des licences Salesforce pour tester, pour apprendre. HubSpot, ils ont créé la HubSpot Academy, il y a une décennie ou plus, et ils ont démocratisé le truc de manière à ce que tout le monde puisse tester. Pourquoi ChatGPT a explosé il y a 3 ans? L'intelligence artificielle, c'était pas nouveau. C'est pas tant le fait que ce soit intelligence artificielle générative qui a changé le truc. C'est le fait que ce soit ouvert au grand public. Jusque-là, l'intelligence artificielle, c'était pour les boîtes. C'était pour les professionnels. Depuis 2022-2023, avec ChatGPT, c'est ouvert à ta grand-mère et à la mienne. C'est ça qui a changé la donne. Le fait que tout le monde puisse tester. Donc, en tant que CMO, t'as pas d'excuse pour pas tester, apprendre, dans ta vie privée, dans ta vie professionnelle, dans tes projets annexes, peu importe, tu dois tester, tu dois être curieux et ça veut pas dire qu'il faut pas lire, se renseigner, prendre des formations et cetera, mais surtout toucher le truc. C'est comme ça que tu vas apprendre le plus vite, je Tu trouve. disais que tu travailles avec énormément d'outils, beaucoup d'outils à base d'IA. C'est quoi pas forcément ton top 10, mais ton top 5, on va dire, de tes outils préférés ou des outils où tu as été, waouh, bluffé en disant: «Là, l'IA est vraiment en train de faire changer la donne», quoi? Alors ce qui m'embête un peu, c'est que sur la plupart des outils d'IA que j'ai testés, puis là je vais te donner un exemple très, très concret parce que je suis en plein dedans, je trouve qu'il y a un énorme effet waouh, où tu es bluffé et puis quand tu rentres plus dans le détail, tu es vite déçu. Ouais, pourquoi? C'est intéressant ça. Là, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'utilise au quotidien Comet. Ouais. Comet, c'est le navigateur, natif de l'outil Perplexity, qui est un autre, Claude, Gemini, ChatGPT et cetera, et les premières heures de test, ça a été un effet waouh, mais incroyable. Parce qu'ils ont, ce qu'on appelle de l'agentic AI, donc là, c'est, de l'AI++. Donc c'est quoi? C'est bah, tu me parlais de ou c'est moi qui parlais du stagiaire tout à l'heure, c'est ça. C'est un stagiaire qui est caché dans ton browser. Tu te rappelles le petit trombone de Microsoft, il y a 20 ans qui te donnait des astuces? Absolument, Clippy, ça nous rajeunit pas. Clippy, c'est ça. Bah, c'est ça, mais sous stéroïdes. Et donc tu as ton petit Clippy maintenant, il est plugué directement dans ton navigateur et tu peux lui parler et véritablement lui parler. Tu peux lui taper, mais tu peux lui parler également à tout moment pour lui dire d'intervenir sur le site web que tu es en train de consulter. Jusque-là, ChatGPT, par exemple, c'est le plus connu, quand tu veux l'utiliser, tu lui parles dans l'environnement ChatGPT. Tu peux lui balancer un fichier, tu peux lui balancer du texte, etc., un lien éventuellement, mais il n'est pas sur le site web que tu es en train de consulter. Là, maintenant, ils ont créé un truc, tu es sur le site web. Donc, j'ai fait plein de tests et j'ai été assez rapidement déçu. 2-3 exemples de tests, je vais sur, mon site d'achat de grocery, je trouve pas le terme, mon supermarché en ligne. Je lui dis: «Bah, fais l'étude un petit peu des 50 derniers achats que j'ai faits et puis dresse-moi une liste de tous les ingrédients que j'achète à peu près toutes les semaines de manière à avoir ma liste cohérente, comme ça je sais exactement ce que je dois acheter». Il galère, il fait de l'avant-arrière, j'arrive pas à lire les PDF, en gros débrouille-toi.
Super. Deuxième test, organise-moi ma Dropbox. J'ai 8 000 photos de retard sur Dropbox que je dois encore un petit peu classifier. Tu m'organises des dossiers, tu les ranges dans les dossiers et fais waouh, il comprend. Tu vois le truc qui se met en marche tout seul, où il prend des initiatives. «Ah, j'ai compris qu'il fallait cliquer ici pour les organiser par date. Ah, j'ai compris comment créer un dossier». Tu as vraiment l'impression de regarder un gamin qui apprend à se servir d'un site web pour la première fois et c'est assez fantastique. Mais dans la réalité, c'est que, 5 heures après, il avait rangé 4 photos dans des dossiers, quoi. Et sur 8 000 photos que j'ai, il va me falloir 6 ans pour que ça fonctionne, ce truc-là. Un troisième exemple, si je lui demande: «Bah, range-moi ma mailbox». 3 minutes après, il avait foutu tous les emails de l'inbox dans un dossier, random. Donc, petite crise cardiaque parce que 15 ans d'emails qui disparaissent en une seconde, j'ai eu peur, j'ai réussi à tout remettre. Je lui ai dit: «Bah, essaie de lire mes emails, si tu détectes le terme, unsubscribe, se désinscrire et cetera, c'est probablement une newsletter, tu me les mets dans un petit dossier, puis après tu vas aller cliquer sur chacun des liens». Pareil, pas foutu de le faire. Enfin, il y a quand même vachement de limitations. Il y a un effet waouh, tu te dis: «C'est incroyable qu'il soit capable de faire ça». Et puis après, tu as la réalité du terrain où tu dis: «Bon, il reste encore 5 ans de développement avant que ça devienne vraiment utile au quotidien». C'est intéressant parce que ça veut dire que tu lui as donné accès à ta Dropbox, à ton Gmail ou ton email, à ta liste de courses. Ça te pose pas de soucis en termes de gestion des données personnelles, de privacy? Alors, j'ai 2 réponses à ça. La première, si, carrément. Carrément, et je suis en plus, il y a plein de failles de sécurité, c'est tout nouveau, mais en Et c'est ça, exactement. C'est parce que si on veut que les agents d'IA et notamment les sites, les navigateurs fonctionnent bien, il faut se mettre à nu devant eux, en fait, il faut leur donner bah, accès à si tout. tu veux être pionnier et pouvoir tester et te faire une opinion, tu peux pas attendre d'être à la fin de la courbe d'adoption et d'être le dernier qui saute sur la traîne. Donc, c'est risqué, d'autant plus que maintenant il y a plein de d'injections de prompts. Donc tu as des sites qui cachent des prompts à l'intérieur de manière à ce que si tu y vas avec de l'IA, ça te donne des ordres à ton IA, ça te siphonne tes mots de passe et cetera. Donc c'est dangereux. Est-ce que je recommande aux gens de le faire? Non, attendez que ce soit sécurisé. Moi je l'ai fait parce que j'ai ce besoin de tester, heu et j'ai déconnecté la plupart de mes mots de passe et autre chose après que je me sois rendu compte que clairement ça faisait pas ce que je voulais. Mais j'avais besoin de tester ce truc-là, et je pense, si ça, c'est la dernière technologie et j'ai pris la version pro et c'est décevant, je me dis que je vais tester d'autres outils, mais c'est à peu près la trend que je vois aujourd'hui. Il y a un effet waouh extraordinaire parce qu'ils peuvent faire plein de trucs qu'on n'était pas foutu de faire il y a 3 ans. Mais je pense pas qu'on ait encore passé le cap de la révolution où, on n'est pas dans Terminator, ça va pas remplacer l'espèce humaine demain matin a priori. Donc on parlait donc de Comet qui est le navigateur de Perplexity. Est-ce que tu as d'autres outils comme ça qui t'ont un peu marqué? Alors en bien ou en mal? Je sais pas, en CRM, en design, je pense à Notion, je pense à Asana sur la gestion de projet peut-être, Figma sur le design ou Canva? J'ai utilisé pas mal, Tofu, je crois que c'est Alors ça je connais pas, c'est quoi? Tofu HQ, le nom complet. C'est un espèce de layer qui va se baser sur des moteurs tels que ChatGPT, Gemini ou autres, et qui va avoir 2 avantages. Un, il va te conserver tes données. Quand tu bosses dans une entreprise, c'est quand même pas mal pour avoir un layer de sécurité supplémentaire, et surtout, il va t'absorber, ton style guide, ta façon d'écrire, ton buyer persona, enfin toutes les informations qui peuvent être importantes pour toi, de manière à ce que tout ce que tu lui demandes, ce soit dans le contexte de ton entreprise, ça ait ton style et cetera, sans avoir besoin de faire des prompts à rallonge, pour essayer d'expliquer exactement ce que tu veux faire, comment tu veux le faire. Hem, j'ai vu des outils tels que, alors Vid.io qui est pas mal, que j'ai utilisé un peu, ou StreamYard que j'ai utilisé beaucoup, qui sont, bah, des outils de alors Vid.io c'est plus pour faire de l'édition vidéo, et StreamYard c'est plus pour, mes podcasts qui sont plutôt podcasts vidéo que podcasts audio, avec, de l'injection d'intelligence artificielle qui te permet tantôt de faire des sous-titres automatiques. Ça semble évident aujourd'hui, mais c'est une vraie révolution, les sous-titres automatiques, parce que qu'est-ce qu'on perdait comme temps précédemment? C'est quoi sous-titres automatiques? C'est non seulement ça reconnaît la voix, ça te fait la transcription, mais ça la place au bon moment, de manière à ce que ça fonctionne à peu près avec les lèvres. Et dans StreamYard, c'est la capacité à transformer une longue vidéo en petits clips, pardon, pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui des reels, que ce soit sur, TikTok, Facebook, YouTube et cetera, qui est un format génial, mais si tu as pas shooté pour ce format-là, tu t'arraches un peu les cheveux pour transformer un long clip, traditionnel, version landscape en reel qui est version portrait complètement différente.
j'ai ces outils-là qui m'ont plutôt plu et qui, pour le coup, me font gagner du temps parce que ça me prendrait des heures et des heures à le faire moi-même. Mais qui demandent malgré tout du contrôle. C'est jamais parfait, tu es quand même obligé de repasser derrière. Là, si je prends l'exemple des sous-titres, il va me garder tous mes «e». En français, on dit beaucoup quand on hésite. Tu en veux pas ça dans tes sous-titres, donc tu as besoin de repasser derrière. StreamYard, il va me faire, sur 5 vidéos qui va me sortir, il y en a 3. Ça n'a aucun sens, enfin ça a pas de valeur. Il m'isole une partie de la vidéo qui franchement n'apporte rien, personne ne va cliquer là-dessus. Donc il y a toujours besoin d'un contrôle, mais ça va dans le bon sens D'accord. pour le coup. J'ai lu récemment notamment dans la presse américaine que, on a beaucoup de postes de développeurs juniors qui disparaissent face à l'intelligence artificielle, notamment dans les grands cabinets ou dans les boîtes tech. Est-ce que, alors c'est très spécifique sur les personnes qui travaillent dans le monde informatique, code, ingénieur, mais est-ce que selon toi, ça pourrait prendre cette même direction dans le monde du marketing? Est-ce que, quelque part, les marketeurs juniors sont un peu en danger parce que les entreprises se disent: «Bah, on va préférer investir sur l'IA plutôt que d'investir sur des juniors» et quelles en seraient les conséquences? Je sais pas si tu as vu, récemment, enfin je pense que tu as vu parce que tout le monde a vu passer ce truc-là, le nouveau scandale de Deloitte en Australie, qui se sont fait choper la main dans le pot de miel. Tu peux juste expliquer pour les auditeurs qui n'ont pas Oui, bien l'info? sûr, Deloitte en Australie qui facture 440 000 australiens, ça représente à peu près 250 000 €, hein, quand même, qu'on remette dans le contexte. Un joli rapport, pour le gouvernement australien. Je me souviens plus du contexte du rapport, enfin c'est un rapport pour le gouvernement et qui se sont fait choper parce que le rapport était plein d'hallucinations, de l'IA. Ce qui veut dire 2 choses. Ça veut dire que ils ont payé 250 000 € pour un rapport qui a été créé par l'IA, donc a priori, n'importe qui d'un peu futé avec un bon prompt aurait pu faire le truc. Mais 2, et c'est là que c'est pire, personne n'a pris le temps de revérifier. Le contrôle dont on parle depuis tout à l'heure. Donc pourquoi je dis ça? Parce qu'avec des boîtes comme ça, on se tire une balle dans le pied. Les futures générations vont forcément être remplacées si nous, en tant qu'humains, on n'a aucune valeur ajoutée, si on fait juste confiance à la machine. Donc pour moi, c'est des exemples comme ça qui nous emmènent sur la mauvaise direction. Pour revenir à ta question, je pense que ça va être plus difficile pour les nouvelles générations de marketeurs, mais c'est déjà le cas à peu près pour les générations de jeunes. Aujourd'hui, quel que soit le job, c'est toujours plus compliqué de te faire embaucher quand tu as pas encore eu ta première expérience. Et là, ça va être encore plus compliqué parce que, quand tu veux rencontrer une entreprise, quand tu rencontres un recruteur, et que tu es fresh grad, tu pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que tu rien sur ton CV. Tu as peut-être été, bosser un petit peu au McDo, pendant l'été, mais finalement tu que ton diplôme et ton attitude. Et quand on te fait faire des tests et qu'on sait que les tests, 9 fois sur 10, tu vas les envoyer à ChatGPT pour te recracher un truc, ça va être vraiment compliqué de se différencier. Donc ça va être ton bagou, ta personnalité, et je pense qu'effectivement pour les nouvelles générations, ça va être difficile. Les nouvelles générations de marketeurs, d'autant plus parce que tout le monde va apprendre l'intelligence artificielle, ce sera pas un différenciateur du tout pour moi. Le différenciateur, ce sera: est-ce que tu es capable de savoir faire sans? Mmh. Je le disais en introduction, tu es aussi intervenant en école de commerce, en école de management, donc tu es face à ces jeunes futurs marketeurs. Que te disent-ils quand tu les as en face de toi et que tu parles d'IA? Est-ce qu'ils ont conscience de cette révolution qu'on est en train de vivre? C'est intéressant parce que, alors je dirais pas qu'ils sont nés avec, hein, parce que les gens à qui je m'adresse, ils sont nés au début des années 2000, il y avait pas d'IA. Mais là où moi j'ai découvert les smartphones, en devenant adulte, eux ont découvert l'intelligence artificielle, en sortant du lycée. Mmh. Donc ça fait partie de leur évolution personnelle. Ils sont pas nés avec, mais ils ont grandi avec. Donc ça devient naturel et je trouve que c'est même trop naturel. Comme un gamin qui serait né avec une calculette et qui serait pas foutu de faire un calcul mental simple parce que, bon, on n'a plus besoin d'apprendre les tables de multiplication, on a une calculette. Bah, là, c'est pour tout. C'est pas que pour le calcul, c'est la moindre question, le moindre email, tu sens qu'ils vont directement dans ces outils-là et ce sont des outils incroyables, hein. Je suis pas anti, intelligence artificielle du tout, je pense qu'il faut vraiment y aller. Mais il faut y aller, avec une certaine cohérence et c'est pour ça que je trouve que c'est important de savoir faire sans avant de faire avec et pour eux, c'est une évidence, en fait.
pourquoi je l'utiliserais? Mais en même temps, je sais pas, quel âge tu avais à la sortie de Wikipédia, mais quand on a commencé à avoir Wikipédia, on n'allait plus au CDI ou à la bibliothèque pour aller faire nos recherches dans les encyclopédies de papy. On allait sur Wikipédia pomper des articles. Et ben, maintenant, c'est ça, sauf que tu peux encore moins lui faire confiance qu'à Wikipédia et je trouve ça très, très inquiétant. Ouais, c'est ça, parce que Wikipédia n'a pas, annihilé notre, acuité intellectuelle. Tu penses que l'IA, c'est un enjeu un peu différent? Le fait de se tourner je veux dire, aujourd'hui, sur n'importe quel téléphone, tu peux installer ChatGPT, tu peux même interagir vocalement avec l'outil. Donc c'est génial, on a un super assistant dans la poche. Mais est-ce que ça serait trop facile? C'est ce que j'entends aussi? C'est pas que c'est trop facile, c'est que quand tu n'as pas été habitué à penser par toi-même avant de penser par la machine, tu as pas forcément le sens critique de remettre en question tout ce que la machine te raconte. Mmh. Si je pose une question à ChatGPT, parce que, j'ai eu la mauvaise expérience plusieurs fois qu'il me raconte des bêtises, ma première réaction sera d'être, skeptical, sceptique. Pardon, en me disant: «Attends, il me dit ça, ça a l'air soit trop beau pour être vrai, soit trop gros pour être vrai, je vais aller vérifier» et bah, j'ai tendance à quand même retourner, sur Google et à lire deux trois sites. La grosse différence que tu as entre l'IA et Google, c'est que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique parce que ça te sort qu'une réponse qui a la probabilité la plus haute d'être celle que tu veux. Google, avec cet «inconvénient» entre guillemets de devoir de te filer juste une liste de sites web, a l'avantage énorme de te permettre de comparer les réponses. On te file pas une réponse en te disant: «C'est la vérité absolue», on te dit: «Voici 250 000 sites web, prends 3 minutes pour lire les 3 premiers liens et fais-toi ta propre idée de ce qu'est la réponse à ta question». Aujourd'hui, l'IA te dit: «Voici la vérité absolue que je te sors». Si tu as pas le sens critique de te dire: «Je vais quand même vérifier l'info», et ben, tu ne fais que régurgiter la bouillie qu'on vient de te faire manger et je trouve ça assez dangereux parce que les jeunes générations n'ont pas encore l'expérience, c'est normal, ils sont jeunes, d'avoir ce sens critique. Donc effectivement, tu as raison, tu dis qu'ils ont grandi avec, ils sont en train de vivre avec, mais, est-ce qu'ils ont, comment ils appréhendent en fait leur entrée sur le marché du travail? Comment est-ce qu'ils appréhendent leurs premiers pas? Alors ça commence par des stages au départ ou des petits jobs d'été, des jobs étudiants, mais une fois qu'on est diplômé, qu'on se lance dans le grand bain, comment ils voient les choses? Est-ce qu'ils comprennent que l'IA, peut être un avantage ou un inconvénient selon les cas? Alors j'ai une chance incroyable, c'est que les étudiants avec lesquels j'ai travaillé, principalement sont, des étudiants en maîtrise, en deuxième année de maîtrise qui sont en alternance. Mmh. Donc ça signifie que l'intégralité de ces étudiants sont des gens qui sont déjà dans le monde du travail, qui ont déjà une première expérience relativement significative, hein, parce que deuxième année de master, c'est-à-dire que tu as au moins une année derrière toi et c'est pas un stage, c'est un vrai travail, en alternance. Donc j'ai pas forcément cette expérience où, sont vraiment des jeunes qui ont jamais eu un vrai job «corporate» entre guillemets. Ça je l'ai pas cette expérience, ce serait intéressant de l'avoir. Donc je vois des gens qui voient leur père PIRS dans l'entreprise déjà utiliser l'intelligence artificielle avec toutes les régulations que l'entreprise ajoute, que toi tu n'as pas personnellement. C'est-à-dire, on s'assure de la sécurité des données, on s'assure que tu aies, un cryptage, avec, double verification de ton mot de passe, un Okta ou autre, où tu as certaines règles. Il y a des choses que tu peux pas donner à l'IA parce que c'est trop sensible, et cetera. Donc il y a tout cet ensemble de règles, donc ils sont un peu plus au clair sur ce qui va être fait, mais ça n'empêche que leur utilisation personnelle, parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, maintenant c'est ouvert à tous, c'est un truc qui n'existait pas il y a 5 ans, fait que, ben, on n'a peut-être pas ces filtres qui seraient pourtant importants et on n'a pas encore cet apprentissage, il me semble. D'accord. C'est quoi le profil parfait d'un marketeur, aujourd'hui? Que ça soit un jeune diplômé ou un, professionnel du marketing en poste? Moi, souvent dans les offres d'emploi, ce que je vois, c'est un peu le mix entre data, storytelling et IA. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser les fondamentaux, de la donnée, du reporting, savoir de quoi on parle, être un petit peu créatif pour raconter des belles histoires et savoir faire vendre et en même temps, voilà, maîtriser tous les outils d'IA pour gagner du temps. Qu'est-ce que tu en penses? Quand je reçois cette question, j'aime bien dire que le CMO parfait, il est bipolaire. Tu as besoin, d'utiliser le côté gauche de ton cerveau pour la donner, c'est ce qu'on disait en intro. Le rôle aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le rôle il y a 15 ans. Tu vas bouffer de l'Excel du matin au soir quand tu es dans un poste de direction marketing, ce que tu ne faisais pas il y a 15 ans. Donc tu as besoin d'être capable de lire, alors plus tu montes, plus ça devient accru, hein, mais tu as besoin de lire un PNL, tu as besoin de lire un tracking, tu as besoin de comprendre ce que c'est qu'une lead, du pipe, un CTR, un click-through rate et cetera, parce que tu vas regarder de la data et tu vas devoir pas simplement
la comprendre, tu dois l'analyser, l'expliquer. Donc tu as ce côté, left brain et puis tu as le côté right brain parce qu'il faut rester créatif, hein. In fine, un marketeur doit quand même, si tu veux te différencier, va quand même falloir sortir un petit peu du lot, trouver un message impactant, trouver un visuel impactant, trouver une façon de présenter tes choses qui sont impactantes. Donc tu as besoin de ces 2 côtés-là. Ça, c'est déjà la base du CMO et après la troisième skill qui me semble essentielle, c'est pas l'IA, c'est, hem, la curiosité. C'est ce que je disais tout à l'heure parce qu'aujourd'hui, c'est l'IA. Il y a 10 ans, c'était, le CRM, il y a 15 ans, c'était les réseaux sociaux, il y a 20 ans, c'était l'internet, dans 5 ans, ce sera autre chose. C'est pas parce que tu es un expert d'IA aujourd'hui que tu seras bon pour la nouvelle technologie qu'il y aura demain. Ce qui est essentiel, c'est que tu sois curieux tout le temps et que tu te réinventes, que tu te reposes pas sur tes lauriers. Hem, Si tu arrives à voir le côté analytique, le côté créatif et à rester curieux, il y a de bonnes chances que tu sois sur la bonne voie pour réussir ta carrière marketing. Dans les écoles de management, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. On invite aussi, on encourage les jeunes à créer leur entreprise, à se lancer, à créer leur boîte, etc. Est-ce que pour toi, ça pourrait être aussi une bonne piste de sortie pour un marketeur ou un futur marketeur qui trouve pas sa place dans le monde corporate? Et du coup, l'IA peut vraiment être un avantage parce qu'aujourd'hui, avec du no-code, low-code, tu peux créer des apps, des sites web assez rapidement finalement. Alors oui et non. Oui et non parce que je pense qu'il y a pas de meilleure école que l'entrepreneuriat. Je pense que tu apprends des choses beaucoup plus vite que n'importe où ailleurs parce que tu fais tout, du sol au plafond et que tu fais face à des challenges et que tu es un peu tout seul même quand tu es entouré et ça te force à créer un niveau de maturité, professionnelle que tu auras nulle part ailleurs. Non, parce que, je trouve quand même que ta première expérience en entreprise sera, pour la majorité, c'est pas vrai pour tout le monde, mais te sera bénéfique parce que tu vas apprendre les codes. Tu vas apprendre des choses que l'école ne t'a jamais apprises et les premières années, tu apprends énormément quand tu commences sur le marché du travail. Au bout d'un moment, tu peux stagner un petit peu en fonction de du type de rôle que tu as, mais au début, en tout cas, tu apprends énormément, tu apprends les codes surtout. Et je pense que c'est important de faire quelques années en entreprise avant de se lancer en entrepreneuriat pour ne pas perdre, du temps précieux quand tu te lances. Ceci étant dit, effectivement, avec, l'IA, tu peux faire beaucoup plus de choses, donc tu peux aller plus vite, plus loin. Il y a aussi des gens pour lesquels, bosser dans un petit, dans un open space, de 9 heures à 18 heures, pour bosser pour un manager qui micromanage, c'est peut-être pas le rêve de leur vie. Donc c'est pas vrai pour tout le monde. Il y en a certainement pour qui, l'entrepreneuriat, ce sera la solution. Mais je pense qu'il y a quand même plein de choses à apprendre avant de faire de l'entrepreneuriat pour être super efficace. J'en ai fait quand j'étais jeune, j'ai attendu plusieurs années avant de me lancer et je trouve que même là, il me manquait encore quelques clés quand je me suis lancé. Je me suis dit: «Ah, tiens, j'aurais peut-être dû faire 1 ou 2 ans de plus, j'aurais peut-être évité 1 ou 2 pièges». Il y a pas de moment parfait, mais c'est une super école l'entrepreneuriat. Ouais, absolument, ouais. Et d'ailleurs, je rebondis sur ton profil parce que tu as dirigé des équipes marketing internationales, dans différents continents, différents pays. Qu'est-ce que tu observes sur le terrain? Est-ce que tu vois des différences selon les pays, les cultures ou les niveaux de responsabilité quand on parle d'intelligence artificielle? Je vois pas forcément de différence culturelle. Je vois des grosses différences, mais personnelles. Je sais j'ai pas l'impression que ce soit culturel. C'est-à-dire j'ai des profils qui ressortent, qui sont très similaires en France, en Angleterre, en Australie, et qui peuvent être très différents dans le même pays. Donc je vois pas de grosses différences culturelles, a priori. Peut-être un poil différent à Manille, je travaille avec des gens aux Philippines qui ont une culture très, très différente et peut-être que là, c'est encore un peu différent. Par contre, je vois c'est assez intéressant parce que quand tu regardes l'intelligence artificielle, tu peux assez facilement mapper ton la courbe, d'adoption telle qu'on la voit dans les manuels théoriques, où tu as, les early adopters tout à gauche qui vont tester les trucs tout de suite. Ils en ont pas forcément le besoin, mais ils sont avides et curieux de tester des trucs et puis les laggards tout à la fin qui, vont arriver, longtemps après la bataille et qui testeront quand ce sera une évidence et qu'il y aura pas le choix. Hem Et ça, tu le vois de manière assez, je le vois assez de manière assez évidente dans mes équipes que chacun est mappé contre ce truc, de manière assez évidente. Mais je pense pas que ce soit culturel. Je pense que c'est vraiment une, une préférence personnelle de quel est ton rapport à la technologie. Si tu devais donner un seul conseil aux marketeurs qui nous écoutent pour rester pertinent, justement dans ce monde, avec l'intelligence artificielle, ce serait lequel? Bah, je pense que je vais devoir, répéter des trucs que j'ai déjà dit avant. Soyez curieux, c'est essentiel. Apprenez à faire sans.
avant d'apprendre à faire avec. C'est ce qu'on disait, c'est un copilote. L'intelligence artificielle va vous rendre 10 fois meilleur, mais 10 fois zéro, ça fait zéro. Donc à un moment, faut apprendre à faire sans, parce que quand vous saurez faire sans, vous saurez avoir un jugement beaucoup plus critique sur est-ce que ça m'aide véritablement ou pas? Ou est-ce que ça fait à ma place, mais c'est pas de la qualité? Donc apprenez à faire sans, soyez curieux et puis, gardez, votre créativité, votre fibre humaine. In fine, c'est ça qui va faire la différence quand, vous allez devoir, faire face à 200 autres candidats pour un job qui savent tous gérer l'intelligence artificielle parce qu'ils sont tous nés avec. C'est quoi votre différence? Ben, c'est votre côté humain. En quoi vous êtes meilleur que les autres? Donc faut le conserver et le faire grandir ce côté-là. Parfait. Eh ben, écoute, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Julien. Alors, à la fin de chaque épisode, l'invité du jour doit répondre à une question posée par l'invité précédent. En attendant d'écouter la tienne, je vais te laisser écouter celle de Hilaria Michili, qui est Pre-Sales Manager chez Aviva. Est-ce que tu es prêt? J'espère. Allez, on est parti. Moi, ce que je voudrais savoir pour le prochain invité, c'est quel rôle dans l'industrie vous pensez que l'intelligence artificielle ne pourra pas couvrir d'ici 5 ans? C'est une excellente question. Je pense qu'un rôle de, peu importe le titre, mais un rôle de décisionnaire, de chef d'équipe, de leader, c'est un rôle qui restera profondément humain. Je sais que les entreprises ont tendance, surtout les grandes boîtes en ce moment, à essayer de tuer tout ce qu'on appelle le middle management parce que c'est le grade de l'entreprise qu'on veut supprimer parce que finalement on en a pas besoin. On n'a peut-être pas besoin de tous les managers, il y a certainement beaucoup trop de strates dans les entreprises actuelles, c'est peut-être vrai. Mais un véritable leader qui motive ses équipes, moi je vous mets au défi d'avoir un ChatGPT qui arrive à motiver les équipes, en leur vendant une trajectoire, un cap, une stratégie. Hem, pour motiver les gens, pour leur donner envie d'aller quelque part, pour créer de la confiance, il faut de l'humain, il faut de la communication et moi, je suis particulièrement frustré quand j'essaie d'avoir une conversation avec une entreprise et que je parle à un voice bot qui essaie de me faire croire que c'est un être humain, alors que j'ai bien compris que c'était une machine. Je pense que tout le monde est dans ce cas-là et je pense que l'humain a sa place, dans l'optique d'être un leader, un meneur de main. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Alors, à toi à présent, quelle question est-ce que tu aimerais poser au prochain invité? Alors, ma question pour ton prochain invité, ce serait, sans bullshit, qu'est-ce que vous faites concrètement de différent aujourd'hui que vous ne faisiez pas avant l'invention de l'IA? Eh ben, écoute, c'est très clair. Merci beaucoup de ta participation. Julien Rio, je rappelle que tu es VP Marketing, conférencier, écrivain et intervenant en école de management. Merci d'avoir participé à ce podcast. Un grand merci à toi, Julien. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Votre soutien compte et vos commentaires peuvent aider à partager cette expérience avec d'autres. Vous pouvez aussi visiter le site web ai-experience.io pour aller plus loin. À très vite pour un nouvel épisode.